10 ans de mariage. Je pensais tout avoir. Un mari brillant, une belle famille réputée qui m'a toujours chéri et une carrière que beaucoup enviaient. Directrice marketing du groupe Lefebvre, l'empire que mon père avait bâti au prix d'une vie de labeur. Je baignais dans cette vie parfaite. Jusqu'à ce vendredi après-midi où tout s'est effondré à cause d'un simple SMS. Alors que je présidais la réunion stratégique du dernier trimestre, mon téléphone posé sur la table vibra silencieusement. C'était un message de Chloé, ma meilleure amie depuis l'université. « Camille, où es-tu? C'est urgent. » Je fronçais les sourcils. D'un signe de tête, j'indiquai à mon assistante de poursuivre la présentation et sortis discrètement. Je rappelai Chloé immédiatement. À l'autre bout du fil, sa voix était étrangement pressée. « Chloé? Que se passe-t-il? Pourquoi cet empressement? Camille, écoute-moi calmement. Ton mari, Alexandre. Il n'est pas en déplacement à Nice, n'est-ce pas? » Mon cœur atteint un battement. « Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il était bien arrivé. » Non, Camille. La voix de Chloé était au bord des larmes. Ma cousine travaille chez Air France. Elle vient de m'envoyer une photo. Alexandre est à l'aéroport Charles de Gaulle, en train d'embarquer pour la Californie. Et il n'est pas seul. Taille. Un bourdonnement emplit mes oreilles, mais je luttais pour que ma voix ne tremble pas. Avec qui est-il? Avec toute sa famille. Ses parents, sa sœur et son mari, et une jeune femme, très enceinte. Ils ont l'air incroyablement proches. Sa mère caressait le ventre de cette femme. Chaque mot de Chloé était un poignard dans mon cœur. La Californie. Une femme enceinte. Toute ma belle famille. Les pièces du puzzle s'assemblèrent en une image d'une cruauté insondable. Je raccrochai. Mes doigts étaient si crispés sur mon téléphone que mes jointures blanchirent. Je retournai dans la salle de réunion, mon visage affichant toujours un masque de calme et de professionnalisme. La réunion est terminée pour aujourd'hui. Je veux un rapport détaillé par email de chacun d'entre vous pour demain, 9 heures. Vous pouvez disposer. Ma voix était nette, sans la moindre trace d'émotion. Les employés, un peu surpris par ce changement soudain, obéirent sans un mot. Dès que la porte se referma, je saisis mes clés de voiture et courus au parking souterrain. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je voie de mes propres yeux. Aussi brutale que soit la vérité, je devais y faire face. La voiture filait à travers les embouteillages parisiens, mais mon monde était d'un silence glaçant. Ces 10 dernières années, qu'avais-je fait de mal? J'avais tout donné pour ma belle famille, considérant ses parents comme les miens. Après la mort de mon père, ils avaient été mon soutien moral. J'avais porté le groupe Lefebvre sur mes épaules, le faisant prospérer aux côtés d'Alexandre pour qu'il soit fier de sa femme. Nous n'avions pas d'enfants. C'était ma plus grande tristesse. Mais Alexandre m'avait toujours consolé, disant que cela n'avait pas d'importance. Il s'avérait que tout n'était qu'un mensonge. Ce n'est pas que cela ne lui importait pas, c'est qu'il avait déjà trouvé quelqu'un d'autre pour lui donner un enfant. L'aéroport était bondé et bruyant. J'enfonçais une casquette de baseball sur ma tête, dissimulais mon visage derrière des lunettes de soleil et un masque, et me fondis dans la foule. Et je les trouvais, dans la zone d'embarquement de la classe affaires. Ma belle famille, réunie dans une atmosphère joyeuse. Alexandre, l'homme que je serrais dans mes bras chaque nuit, était là. Sa main était posée sur l'épaule d'une jeune et belle femme, au ventre proéminent. Ma belle-mère, qui me tenait toujours la main en me recommandant de prendre soin de ma santé, tendait affectueusement un verre de lait chaud à cette femme. Mon beau-père, que je respectais comme mon propre père, discutait joyeusement avec sa fille et son gendre. Ils formaient une famille parfaite et heureuse. Et dans ce tableau, j'étais une parfaite étrangère. Je les observais de loin, en silence. Le regard d'Alexandre sur cette femme. Un regard que j'avais autrefois reçu, mais que je n'avais pas revu depuis si longtemps. Un regard rempli d'amour, de tendresse et d'espoir. Il se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, et elle éclata d'un rire radieux, posant sa tête sur son épaule d'un air mutin. Cette scène ne me fit ni hurler, ni perdre la raison de colère. Elle ne fit que glacer mon cœur, le transformant en un énorme bloc de glace. La trahison d'une seule personne est déjà assez douloureuse. Mais celle-ci venait de tous ceux que j'aimais et en qui j'avais le plus confiance. Ensemble, ils avaient monté une pièce de théâtre parfaite, et j'en étais la seule spectatrice ignorante. Ils attendaient joyeusement une nouvelle vie.
Le premier petit-fils que ma belle-mère désirait tant. Sur le socle de ma douleur et de la tromperie. Ils ne partaient pas en vacances. Ils allaient aux États-Unis pour l'accouchement. Un plan minutieusement préparé, et qui durait de toute évidence depuis très longtemps. Je ne m'approchai pas, je ne fis pas de scène. Je sortis simplement mon téléphone et pris quelques photos de loin, assez nettes pour que tous les visages et leur bonheur soient clairement visibles. Ce serait la première preuve. Ce n'est qu'après qu'ils eurent passé le contrôle de sécurité que je tournai les talons et partis. Aucune larme ne coulait, mais quelque chose en moi était complètement mort. Ces 10 années d'amour, de confiance, de respect, tout s'était transformé en cendres, ici même, dans cet aéroport. En sortant, je pris une grande bouffée d'air froid nocturne. Je savais que la Camille Lefebvre d'hier n'existait plus. À partir de maintenant, je serais une autre Camille. Une Camille qui, quel qu'en soit le prix, récupérerait tout ce qui lui appartenait, à elle et à son père. Je conduisis jusqu'à notre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, ce qui avait été notre nid d'amour. La grande maison était maintenant vide et étrangement froide. Le parfum de lys que j'aimais tant flottait encore dans l'air, mais au lieu de m'apaiser, il m'étouffait comme une moquerie. De la grande photo de mariage dans le salon aux pantoufles d'Alexandre bien rangées à l'entrée, chaque objet dans la maison était la preuve d'un mensonge cruel. Je ne me permis aucune faiblesse. Je montai directement au bureau du 2e étage. C'est là que se trouvaient les choses les plus importantes. J'ouvris le coffre-fort robuste que mon père avait fait installer. À l'intérieur, outre quelques bijoux, se trouvaient tous les titres de propriété, les contrats, et surtout le testament de mon père et l'acte de propriété de mes parts dans le groupe Lefebvre. De son vivant, mon père m'avait toujours appris à être une femme forte et indépendante, capable de se défendre en toute situation. Être avait-il pressenti quelque chose pour avoir tout préparé avec autant de soin. Il m'avait légué la majorité des parts du groupe. Alexandre n'en possédait qu'une part infime, juste assez pour conserver son siège au conseil d'administration. Mon père avait dit que c'était son cadeau de mariage et un bouclier pour me protéger toute ma vie. Ce n'est que maintenant que je comprenais la profondeur de ses paroles. Je sortis tous les documents importants et les rangeai soigneusement dans une mallette en cuir. Puis, je m'assis au bureau, allumai mon ordinateur portable et passai mon premier appel. La personne que j'appelais était Maître Bernard, l'avocat en qui mon père avait le plus confiance de son vivant et en qui j'avais une foi absolue. Il décrocha presque instantanément. Sa voix était, comme toujours, chaleureuse et calme. « Mademoiselle Lefebvre, c'est Maître Bernard. Que se passe-t-il à cette heure ?» Je pris une profonde inspiration, m'efforçant de garder une voix aussi calme que possible. « Maître, j'ai besoin de votre aide. C'est très important et urgent. » Sentant l'anomalie dans ma voix, le ton de Maître Bernard devint plus sérieux. « Je vois. Dites-moi tout. Je vous écoute. Je vous demande de préparer une procédure de divorce. De plus, j'ai des soupçons sur mon mari, Alexandre Dubois. Je pense qu'il a détourné des fonds du groupe Lefebvre et commis une fraude financière. Aidez-moi à enquêter et à rassembler des preuves. » Un court silence se fit à l'autre bout du fil. Maître Bernard devait être extrêmement surpris. Il avait vu naître notre relation et avait même été le témoin légal de notre mariage. « Camille, que s'est-il passé? N'y a-t-il pas un malentendu entre vous deux? »« Ce n'est pas un malentendu, » répondis-je, ma voix plusieurs tons plus froid. « Il a une autre femme et un enfant va bientôt naître. Toute sa famille m'a trompé et l'a emmené aux États-Unis pour accoucher. Je les ai vus de mes propres yeux à l'aéroport cet après-midi. » Azou! J'entendis le profond soupir de Maître Bernard. « Je vois, c'est tout à fait inattendu. Très bien. Calmez-vous d'abord. Laissez-moi m'occuper de tout. Surtout, ne leur laissez jamais savoir que vous avez tout découvert. Agissez comme d'habitude. Je vais contacter un spécialiste aux États-Unis pour recueillir des preuves. Concernant les problèmes financiers, avez-vous des soupçons spécifiques? Je soupçonne qu'il a utilisé son poste de vice-président pour détourner des fonds via des sociétés écrans ou à travers des fonds de charité, en particulier la Fondation Lumière d'Avenir au nom de mon père. J'ai besoin de l'historique complet des transactions de la Fondation pour les 3 dernières années. Intento. Je m'en occupe immédiatement. Vous êtes l'actionnaire majoritaire et la fille du fondateur. Vous avez tout à fait le droit de demander ces informations. Prenez soin de vous, Camille.
Ne vous effondrez pas. Moi et les fidèles collaborateurs de votre père serons toujours à vos côtés. L'appel terminé, je me sentis un peu plus forte. Je n'étais pas seul dans ce combat. Je commençai immédiatement mon propre travail. Utilisant mon accès d'administrateur principal au système serveur de l'entreprise, je sauvegardais secrètement toutes les données d'email, les historiques de conversations professionnelles et les fichiers liés à Alexandre des 3 dernières années. Je vérifiais également les systèmes de caméras de sécurité de l'entreprise et de la maison. Les scènes où Alexandre passait des appels en cachette, ses sorties pour des raisons suspectes, tout fut soigneusement enregistré. La nuit s'approfondit et la maison fut plongée dans le silence. J'étais assise seule au milieu du grand salon. La lumière de l'écran de mon ordinateur portable éclairait mon visage impassible. La douleur brûlait encore sourdement dans ma poitrine, mais elle ne pouvait plus me briser. Elle s'était transformée en une flamme de colère et de détermination. Ils avaient commencé cette pièce de théâtre, mais c'est moi qui en écrirai la fin. Et je le jure, cette fin sera un cauchemar qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Mon drame ne faisait que commencer. Le lundi matin, je me rendis au cabinet de Maître Bernard. En me voyant, il ne put cacher la fatigue et l'inquiétude sur son visage. Il me prépara une tasse de tisane et me dit doucement « Camille, je sais que c'est une épreuve terrible, mais vous devez être forte. » J'ai jeté un premier coup d'œil au rapport financier de la fondation dont vous m'avez parlé. Au cours des 3 dernières années, des sommes colossales ont été dépensées sous prétexte de soutien aux jeunes talents et de bourses d'études à l'étranger. Et la bénéficiaire était toujours la même. Une certaine Inès Moreau. Connaissez-vous cette personne? Inès Moreau. Mon cœur se serra à ce nom. L'image de la jeune femme, belle mais au visage quelque peu provocateur, vue à l'aéroport, me revint en mémoire. C'est probablement elle, maître. Washington. Maître Bernard hocha la tête, son expression se durcissant. C'est ce que je pense aussi. J'ai contacté la personne dont je vous avais parlé. Il s'appelle Monsieur Lambert. C'est un détective privé très compétent et discret, spécialisé dans les affaires concernant les Français à l'étranger. Il a accepté l'affaire et a déjà commencé. Nous devrions bientôt avoir des informations. Je n'eus pas à attendre longtemps. 2 jours plus tard à peine, un email crypté de Monsieur Lambert arriva par l'intermédiaire de Maître Bernard. À l'intérieur se trouvait un fichier compressé rempli de photos et un rapport succinct. La main tremblante, j'ouvris les photos une par une. La première montrait une luxueuse villa dans un quartier résidentiel calme de Californie. Devant la porte était garée une voiture de sport blanche, le modèle qu'Alexandre avait un jour qualifié de voiture de ses rêves. Deuxième photo. Alexandre et Inès poussant un chariot dans un supermarché. Ils ressemblaient à n'importe quel couple de jeunes mariés aménageant leur nid. Inès avait la tête posée sur l'épaule d'Alexandre et la main de celui-ci reposait sur son ventre. Un geste tendre. Les photos suivantes étaient encore plus cruelles. Toute la belle famille dînait joyeusement dans le jardin arrière de la villa. Ma belle-mère servait de la nourriture à Inès et mon beau-père riait aux éclats. Ma belle-sœur et son mari étaient également présents, discutant intimement avec leur nouvelle belle-sœur. Ils formaient une vraie famille. Et moi, j'étais juste une étrangère. Il y avait aussi une vidéo d'Alexandre aidant Inès à se promener dans un parc. Ils se tenaient la main, s'arrêtant de temps en temps pour s'embrasser. Leur bonheur me donnait la nausée. Mais ce qui me glaça le plus fut la dernière partie du rapport. Monsieur Lambert avait enquêté sur le contrat de location de la maison, le contrat d'achat du véhicule, et même les documents d'inscription aux soins prénataux dans une clinique obstétrique internationale de luxe. Tout était au nom d'Alexandre et d'Inès. Et l'information cruciale, Monsieur Lambert avait réussi à remonter jusqu'au premier virement d'Alexandre à Inès. Il datait de 3 ans. 3 ans. Ce n'était pas une erreur d'un soir. Ce n'était pas une relation naissante. C'était une tromperie planifiée et systématique qui avait duré un tiers de notre mariage. Pendant ces 3 ans, alors que je travaillais d'arrache-pied au groupe Lefebvre pour faire tourner l'entreprise, alors que je passais des nuits blanches à espérer avoir un enfant, mon mari construisait une autre famille ailleurs. Pendant ces 3 ans, alors que je croyais que mes beaux-parents étaient mon pilier et que je les servais avec dévouement, ils cachaient le péché de leur fils et se réjouissaient d'accueillir un petit enfant né de moi. Toute leur attention et leurs inquiétudes n'étaient finalement qu'une mauvaise comédie. Je fermai mon ordinateur portable et m'adossai à mon fauteuil. Mon bureau luxueux me parut soudain étouffant. Je ne pleurais pas.
Les larmes étaient maintenant un luxe inutile. La douleur s'était transformée en une autre émotion, beaucoup plus froide et tranchante. C'était de la détermination. L'épreuve était là, irréfutable. Elle n'était pas seulement des armes pour mettre fin à ce mariage, mais aussi un rappel quotidien de la cruauté de ces gens. Ils avaient volé 10 ans de ma jeunesse, ma confiance et mon amour. Maintenant j'allais récupérer tout ce qui m'appartenait, et tout ce qu'il devait à mon père. Quelques jours plus tard, alors que je me plongeais dans le travail pour tenter d'oublier, un appel vidéo de ma belle-mère apparut sur mon téléphone. En voyant son visage souriant à l'écran, une vague de nausée me monta à la gorge. Mais je retrouvai rapidement mon calme, pris une profonde inspiration et affichai un sourire radieux en répondant « Allô, belle maman, c'est Camille. Comment allez-vous, vous et toute la famille ?»« Oh, nous allons très bien, ma chérie, » dit-elle de sa voix toujours aussi douce. « L'air ici est si pur, c'est merveilleux. J'appelais pour savoir comment ma petite fille se débrouillait toute seule à la maison. Tu ne travailles pas trop ? Tu as l'air un peu fatigué. » Jouant mon rôle à la perfection, je portais la main à ma joue. « Oh, c'est juste que c'est une période très chargée avec la fin de l'année. Mais ne vous inquiétez pas, je mange bien. » Elle soupira, me regardant avec des yeux pleins de compassion. « Ma chérie, le travail est important, mais la famille l'est encore plus. Vous êtes mariés depuis 10 ans maintenant. Il serait temps de penser à avoir un enfant. Ton beau-père et moi n'attendons que le jour où nous pourrons tenir un petit enfant dans nos bras. Tiens, pourquoi ne viendrais-tu pas nous rejoindre ici pour quelques jours? Pour te reposer, changer d'air. Et la technologie médicale est si avancée ici, qui sait, peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle? » En l'entendant, j'eus envie d'éclater de rire. Pour qui jouait-elle cette comédie? Elle savait très bien pourquoi je n'avais plus besoin de faire des efforts. Le petit-fils qu'elle attendait tant grandissait dans le ventre d'une autre femme, dans la maison même où elle séjournait. M'inciter à agir n'était qu'un prélude pour justifier l'arrivée de ce futur petit enfant. Une pièce de théâtre si parfaite. Je m'efforçais d'afficher un sourire triste. Oui, je le désire de tout mon cœur, belle maman. Peut-être que le destin n'est pas encore de notre côté. Dès que ce projet sera terminé, je referai des examens complets. À ce moment-là, mon beau-père apparut à l'écran. Il me fit un signe de la main avec son sourire bienveillant habituel. « C'est Camille, c'est beau papa. Alexandre travaille dur en déplacement, alors prends bien soin de toi à la maison. Ne te surmène pas trop. Oui, beau papa, je vais bien. Prenez bien soin de vous aussi. » Un autre mensonge éhonté, en déplacement. De l'aîné au plus jeune, leur famille était composée d'acteurs exceptionnels. Ensemble, ils couvraient leurs péchés, ensemble, ils piétinaient mes sentiments et ma confiance. Ils pensaient que j'étais une idiote, facile à berner avec des paroles douces et une fausse attention. Dès que l'appel fut terminé, mon sourire disparut instantanément. Je me levai et m'approchai de la fenêtre, regardant les voitures s'agiter en bas. Leur hypocrisie me donnait la nausée. Pendant 10 ans, j'avais vécu parmi des loups déguisés en agneaux. Ils me caressaient et faisaient semblant de m'aimer, tout en se préparant à me déchiqueter dans mon dos. J'avais assez vu cette pièce. Il était temps pour moi de faire tomber le rideau. Mais avant, j'allais m'assurer que chaque acteur de cette farce paie un prix très élevé pour son rôle. Alors que mon dégoût pour ma belle famille commençait à peine à s'apaiser, une autre lame me transperça le cœur. Une lame forgée dans l'héritage de mon père, la rendant encore plus acérée et cruelle. Ce matin-là, Maître Bernard me convoqua à son cabinet avec une expression d'une gravité sans précédent. Il posa un épais dossier sur son bureau. « Camille, asseyez-vous. Préparez-vous à ce que vous allez voir. » Il ouvrit le dossier et pointa les relevés de dépenses détaillés de la Fondation Lumière d'Avenir. Comme nous le savions, Alexandre Dubois a envoyé de l'argent à cette Inès Moreau sous forme de bourse. Mais l'ampleur est bien plus grande que ce que nous imaginions. Ce ne sont pas quelques centaines de milliers d'euros. Ce sont des dizaines de millions, envoyés en petites fractions sur 3 ans. Des dizaines de millions. C'était comme si quelqu'un m'avait serré la poitrine. Cette fondation était l'œuvre de la vie de mon père. Créée pour aider les enfants pauvres mais passionnés par les études, pour apporter la lumière du savoir dans les régions défavorisées. Et Gangbud, le gendre en qui mon père avait tant confiance, avait osé la transformer en son distributeur personnel pour sa maîtresse. Avec le sang et la sueur de mon père, avec l'argent des donateurs,
Avec des fonds qui auraient dû acheter des livres et construire des écoles, il lui avait acheté une belle maison et une voiture de luxe. Ordure, je serrai les dents. Pour la première fois, je ne pus retenir ma colère. Ce n'est même pas un être humain. Maître Bernard posa une main sur mon épaule pour me réconforter. Calmez-vous. La colère ne résoudra rien. Nous avons besoin d'une tête froide. Et voici le plus important. Il poussa une autre liasse de papier vers moi. Ce matin, le secrétaire d'Alexandre a fait envoyer ceci à votre bureau. Il a demandé de le signer en urgence pour finaliser l'audit de fin d'année. Jetez un œil. Je pris les documents. La couverture indiquait poliment: attestation de confirmation des transactions d'audit comptable. Le contenu semblait parfaitement ordinaire, confirmant les investissements et les transactions de l'entreprise au cours du dernier exercice. Rien de suspect, une procédure de routine annuelle. « Y a-t-il un problème, maître ?» demandai-je. Maître Bernard tourna à la dernière page et pointa de très petits caractères dans une annexe. Ici. Annexe de contrat 7B. Ça vous dit quelque chose? Je plissai les yeux pour mieux voir. Mon cœur s'arrêta. C'était le numéro du contrat de cession et de transfert d'actions que mon père avait préparé pour moi. Les petits caractères disaient: le sous-signé accepte de céder sans condition 20% des actions du groupe Lefebvre qu'il détient à l'administrateur Alexandre Dubois aux fins de la restructuration et de l'expansion des investissements du groupe Lefebvre. C'était son véritable objectif. Pas seulement l'argent, mais le groupe Lefebvre tout entier. Tout l'héritage de mon père. Il utilisait ma confiance et mes habitudes de travail pour me tendre un piège extrêmement subtil, me faisant signer un document qui pouvait me faire tout perdre. Si je n'avais pas été sur mes gardes, si j'avais signé après un coup d'œil rapide comme d'habitude, tout aurait été fini. Une sueur froide coula le long de ma colonne vertébrale. « Quelle manœuvre diabolique !» dit maître Bernard d'une voix pleine de mépris. « Il vous a prise pour une enfant facile à manipuler. Il a déjà tout calculé. Une fois ces 20% d'actions obtenues, ajoutées à ses parts existantes et au soutien d'autres actionnaires qu'il a ralliés, il aura suffisamment de pouvoir pour vous éjecter du conseil d'administration. » Je fixai le papier. La haine en moi atteignit son paroxysme, mais une idée me traversa l'esprit. Il voulait me tendre un piège. Très bien. Je ferai de ce piège sa tombe. Je levai la tête et regardai maître Bernard droit dans les yeux. Ma voix était étrangement calme. « Maître, utilisons-le. Je vais signer ce contrat. » Maître Bernard fut stupéfait. « Qu'est-ce que vous dites, Camille? Êtes-vous folle? Si vous signez ça, vous perdez tout. »« Non, maître, » dis-je avec un sourire glacial. « Je signerai, mais pas maintenant. Je vais gagner du temps, prétextant un examen plus approfondi. Pendant ce temps, nous préparerons un autre contrat, identique en apparence, mais au contenu diamétralement opposé. S'il veut jouer avec les mots, je jouerai avec lui. S'il essaye de me piéger, je le piégerai aussi. À ce moment-là, ce ne sera pas moi qui signerai mon arrêt de mort, mais lui. » En lisant la détermination dans mes yeux, maître Bernard passa de la surprise à la compréhension, puis hocha la tête fermement. « Très bien. Faisons comme vous le souhaitez. Il est temps que ce vieux renard tombe dans le piège. » Les jours suivants, je me jetais à corps perdu dans le travail. Le jour, j'étais toujours la directrice marketing compétente et décisive, menant à bien toutes les campagnes de fin d'année. La nuit, avec maître Bernard et son équipe, j'analysais chaque ligne des rapports financiers, traquant les traces de l'argent sale détourné par Alexandre. Le stress du travail, ajouté à la douleur de la trahison et à la tension de mon plan de vengeance, pesait sur mes épaules. J'ai perdu beaucoup de poids et les crampes d'estomac sont devenues de plus en plus fréquentes. D'abord une douleur sourde. Elle est progressivement devenue aussi intense qu'un coup de poignard. Je pensais que c'était dû au stress et à une alimentation irrégulière, prenant quelques médicaments pour l'estomac avant de me replonger dans le travail. Puis, un mercredi matin, je présentais le plan de la nouvelle année devant tout le comité de direction. Alors que je parlais de la stratégie d'expansion sur les marchés étrangers, un projet qui me tenait à cœur, une douleur atroce, comme un couteau me transperçant le ventre, me submergea. Tout devint noir. Je m'agrippai au bord du bureau pour essayer de tenir, mais mes jambes lâchèrent. Avant de perdre connaissance, je n'entendis que le cri paniqué de mon assistante et le bruit d'une chaise qui se renverse. Quand je me suis réveillé, l'odeur caractéristique d'antiseptique de l'hôpital m'a piqué le nez.
J'étais allongé dans un lit blanc immaculé, une perfusion dans le bras. Chloé, ma meilleure amie, était assise à mon chevet, les yeux rouges. Quand j'ai ouvert les yeux, elle a attrapé ma main. « Camille, tu es réveillée? Tu m'as fait une de ces peurs. » « Je vais bien. » J'ai à peine réussi à murmurer, ma gorge était sèche. « Juste un peu fatigué. »« So ouais. » À ce moment-là, un médecin âgé à l'air bienveillant est entré dans la chambre. Il m'a regardé avec un air de pitié, puis s'est tourné vers Chloé. « Pourrais-je parler un instant seul à la patiente ?» Chloé a hoché la tête et est sortie à contre-cœur. Seul dans la chambre, le médecin s'est assis tranquillement et m'a regardé. « Madame Lefebvre, je suis le docteur Laurent, chef du service de gastro-entérologie. Nous avons effectué des examens et une endoscopie. Nous avons trouvé une tumeur dans votre estomac. » Mon cœur s'est arrêté. « Une tumeur? C'est grave, docteur ?» J'ai réussi à demander d'une voix tremblante. Le docteur Laurent a soupiré. « Nous avons envoyé des échantillons pour une biopsie. Mais d'après les images de l'endoscopie et mon expérience, il est très probable qu'il s'agisse d'un cancer de l'estomac à un stade précoce. C'est très similaire au cas de votre père, Monsieur Jean-Pierre Lefebvre, décédé il y a 5 ans. Il était aussi mon patient. Le cancer de l'estomac. La même maladie qui avait emporté mon père 5 ans plus tôt. L'histoire se répétait cruellement. Le choc était trop grand, trop soudain. Pourquoi maintenant ? Au moment où j'avais le plus besoin de ma santé et de mon sang-froid pour me battre, le ciel me donnait cette sentence de mort. Les larmes que j'avais réprimées si longtemps ont jailli, incontrôlables. J'étais forte, tenace, mais face à la fragilité de la vie, je n'étais qu'une femme vulnérable. Le vieux médecin a attendu patiemment que je finisse de pleurer. Une fois un peu calmé, il a repris doucement. « Madame Lefebvre, je sais que c'est un choc terrible, mais la médecine a beaucoup progressé en 5 ans. Comme nous l'avons découvert tôt, le taux de guérison est très élevé. Nous procéderons à une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur dès que possible, suivie d'une chimiothérapie pour éliminer complètement les cellules cancéreuses restantes. Vous devez garder espoir. Penses positivement. » J'ai essuyé mes larmes et regardé par la fenêtre. Le ciel était toujours bleu, le soleil chaud, et la vie continuait. Je ne pouvais pas mourir. Du moins, pas maintenant. J'avais encore tant de choses à faire. Ceux qui nous avaient fait du mal, à mon père et à moi, se promenaient encore librement. Je ne pouvais pas mourir comme ça. Ce choc ne m'a pas brisé. Au contraire, il m'a rendue plus forte. Il m'a donné une raison et une date limite pour tout finir. J'ai de nouveau regardé le docteur Laurent, mon regard s'était durci. « Merci, docteur. Je ferai l'opération. Mais pourriez-vous me donner 2 semaines ? J'ai quelque chose de très important à régler. » Juste 2 semaines. « Hoyuma !» Le docteur Laurent a hésité un instant. Mais en lisant la détermination inébranlable dans mes yeux, il a finalement hoché la tête. « D'accord. 2 semaines. Mais après cela, vous devez être admise immédiatement. Pas un jour de retard. N'oubliez pas que votre vie est la priorité absolue. »« Oui, je vous le promets. » Après le départ du médecin, j'ai fermé les yeux. Un nouveau plan, plus audacieux et plus urgent, a commencé à se former dans ma tête. 2 semaines. Je n'avais que 2 semaines pour tout finir. Mon plan de vengeance n'était plus seulement une bataille pour récupérer mes biens, mais une course contre la montre, un pari sur ma vie que je ne pouvais absolument pas perdre. Allongé sur mon lit d'hôpital, j'écoutais d'un air distrait Chloé me faire la morale sur ma santé négligée tout en m'épluchant une pomme. J'écoutais en silence, organisant mentalement chaque étape du pari mortel qui se jouerait dans les 2 semaines à venir. Soudain, la tablette posée sur la table de chevet s'est allumée. Un appel vidéo d'Alexandre. Mon cœur s'est serré. J'ai fait signe à Chloé de se taire. J'ai pris une profonde inspiration, arrangé mes cheveux, et, avec un sourire aussi naturel mais fragile que possible, j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le visage d'Alexandre est apparu. Il avait l'air sincèrement inquiet. Mais maintenant, je savais quel calcul rusé et quelle hypocrisie se cachait derrière cette expression. « Chérie, ça va ? J'ai été si inquiet quand j'ai appris que tu t'étais évanouie au bureau. » Qu'a dit le médecin ? C'est grave ? Il a débité ses questions d'une voix pleine d'anxiété. Je toussotais légèrement, me tenant la poitrine, jouant le rôle de la patiente faible. « Ça va, mon amour, c'est juste de l'hypotension due au surmenage. Quelques jours de repos et ça ira mieux. Ne t'inquiète pas. » Je ne pouvais absolument pas lui parler de la tumeur.
Je n'avais pas besoin de sa pitié, et surtout, cela ruinerait mon plan. Il devait continuer à penser que j'étais cette idiote en bonne santé et facilement manipulable. Alexandre a poussé un soupir de soulagement fin. Tant mieux alors, tu m'as vraiment fait peur. Tu dois prendre soin de toi. Le travail, c'est important, mais pas autant que ta santé. Je suis si loin. Je ne peux même pas m'occuper de toi. Je m'en veux tellement. Entendre ces paroles douces me donnait la nausée. S'il était vraiment désolé, il ne serait pas en train de s'occuper d'une autre femme et de leur enfant à l'autre bout du monde. Après quelques banalités vides de sens, il en est finalement venu au fait. « Ah, chérie, je sais que tu es fatiguée, mais il y a quelque chose d'urgent. Tu as vu les documents que mon secrétaire t'a envoyés? Le partenaire d'ici nous presse tellement. Si nous ne décidons pas rapidement, nous allons rater cette énorme opportunité d'investissement. C'est vraiment important pour l'avenir de notre entreprise et pour notre avenir à tous les deux. » Le renard montrait enfin sa queue. J'ai délibérément froncé les sourcils, feignant la fatigue. Je crois que j'ai vu les documents, mais je suis si fatigué depuis hier, j'ai la tête qui tourne. Je n'ai rien pu lire. Je pense que je devrais regarder ça après ma sortie de l'hôpital. En ce moment, rien que de voir des lettres me donne le vertige. Shiguojida. Une lueur d'impatience a traversé le visage d'Alexandre, mais il l'a rapidement dissimulé. Il a repris sa voix mielleuse. « Je sais que tu es fatigué, mais s'il te plaît, aide-moi. Juste une signature sur la dernière page. J'ai vérifié toutes les autres clauses, il n'y a aucun problème. Fais un petit effort pour notre avenir. Pour notre avenir. » Autrefois, j'aurais été si heureuse d'entendre ces mots. Mais maintenant, ils me dégoûtaient. Il était clair qu'il n'y avait pas de place pour moi dans l'avenir dont il parlait. « Je vais regarder », ai-je répondu d'un ton légèrement boudeur. « Je suis dans cet état et tu continues à me faire me soucier du travail. J'ai l'impression que tu ne te soucies pas du tout de moi. » « Mais non, chérie. Tu es ce que j'ai de plus cher, » s'est-il empressé de me rassurer. « Tu veux que j'appelle ma mère pour qu'elle vienne s'occuper de toi quelques jours ?» Il osait même mentionner sa mère. Une collaboration parfaite. J'ai secoué la tête. « Non, ça va. Chloé est là. Ce serait fatigant pour ta mère de venir de si loin. Laisse-la se reposer. » Après quelques recommandations insignifiantes, l'appel s'est terminé. Dès que l'écran s'est éteint, mon sourire a disparu. Je me sentais complètement vidé. Pas à cause de la maladie, mais à cause de la comédie épuisante que je venais de jouer. Alexandre était pressé. C'était un bon signe. Le poisson commençait à mordre à l'hameçon. J'allais le faire attendre encore un peu, le rendre encore plus anxieux. Plus il serait pressé, plus il ferait d'erreurs. Pendant ma convalescence à la maison après ma sortie de l'hôpital, Chloé a pratiquement emménagé chez moi pour s'occuper de moi. Elle s'inquiétait 10 fois plus pour mon état mental que pour ma santé. Elle me regardait avec pitié, me voyant pâle et fatigué, mais avec des yeux toujours remplis de calculs. Un soir, Chloé s'est assise à côté de moi et m'a dit sérieusement « Camille, je sais que tu as un plan, et je te soutiens. Mais comment vas-tu gérer tout ça toute seule? Tu as besoin de plus d'aide. » « J'ai Maître Bernard, » ai-je répondu. « Maître Bernard ne peut t'aider que sur le plan juridique. Et pour le reste, n'as-tu pas pensé que lorsque tout éclatera, la famille Dubois utilisera les médias pour te diffamer, pour te faire passer de victime à coupable? Ils ont de l'argent et des relations. Ils en sont tout à fait capables. » Les mots de Chloé m'ont fait l'effet d'une douche froide. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Trop concentré sur la collecte de preuves et la protection de mes biens, j'avais oublié qu'il y avait un autre front dans cette bataille, l'opinion publique. Comme je restais silencieuse, Chloé a continué. J'ai un cousin germain qui est journaliste d'investigation. Il s'appelle Julien. Il est très compétent, juste, et il déteste particulièrement les hypocrites. Je pense qu'il pourrait t'aider. Tu veux le rencontrer? Je n'ai pas hésité une seconde, et j'ai immédiatement hoché la tête. C'était la pièce manquante de mon puzzle. La rencontre a eu lieu dans un petit café, caché dans une ruelle tranquille. Julien, le journaliste, paraissait plus jeune que je ne l'imaginais. Il était grand et mince, portait des lunettes à monture noire et son regard était très perçant. Lorsque je lui ai raconté mon histoire, sans exagération ni sentimentalité, en me tenant uniquement aux faits, il est resté silencieux un moment. « Madame Lefebvre, a-t-il finalement dit, si votre histoire est vraie,
Ce n'est pas un simple scandale familial. C'est une affaire de criminalité économique à grande échelle. Détournement de fonds caritatifs. Création de sociétés écrans pour l'évasion de capitaux. Rien que pour ces chefs d'accusation, votre mari devrait passer un très long moment en prison. Je sais. Et j'ai suffisamment de preuves pour le démontrer, et je dis fermement, en lui tendant une clé USB. Voici une partie de ce que j'ai. S'il vous plaît, enquêtez plus en profondeur sur les sociétés écrans créées par Alexandre Dubois et sur les circuits de ses transferts de fonds à l'étranger. Et le plus important, tenez-vous prêts. Le jour J, tout doit éclater simultanément dans tous les médias. Je ne veux lui laisser, ainsi qu'à toute sa famille, aucune issue pour nier leur crime. Julien a pris la clé USB. Ses yeux brillaient de l'excitation d'un journaliste devant une grosse affaire. Ne vous inquiétez pas. J'adore ce genre d'histoire. La justice doit être rendue. Je m'y mets tout de suite. Nous resterons en contact par l'intermédiaire de Chloé. Moi aussi. Avec l'aide de Julien, je me sentais comme un tigre avec des ailes. Mais je savais que pour faire tomber complètement la famille Dubois, je devais attaquer ce dont ils étaient le plus fiers, leur réputation de famille honorable. Et j'avais trouvé une faille fatale. Grâce à son ancien réseau, Maître Bernard a découvert un secret choquant sur mon beau-père. Avant d'épouser ma belle-mère, il avait eu une grande histoire d'amour avec une femme nommée Hélène Girard. Il l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte pour épouser ma belle-mère, issue d'une meilleure famille. L'enfant a finalement été perdu. Depuis des décennies, Hélène Girard vivait seule et discrètement dans un vieil appartement. J'ai décidé de lui rendre visite. C'était un après-midi pluvieux. J'ai trouvé le vieil immeuble où vivait Madame Girard. La femme qui m'a ouvert avait les cheveux grisonnants, et son visage était marqué par les rides du temps, mais ses yeux étaient encore clairs et beaux. Elle m'a regardé avec méfiance. Je suis allé droit au but. « Bonjour, madame. Je m'appelle Camille Lefebvre. Je suis la belle-fille de Gérard Dubois. » En entendant ce nom, le visage d'Hélène Girard a changé. Elle a essayé de refermer la porte, mais je l'ai rapidement bloquée avec ma main. « Attendez, je ne viens pas avec de mauvaises intentions. J'ai aussi été trompé par cette famille. Je veux juste obtenir justice pour moi-même, et peut être pour vous. Peut être que la sincérité dans mes yeux l'a touchée. Elle m'a fait entrer. C'était un petit appartement, mais impeccablement rangé. Pendant que je racontais mon histoire, Madame Girard est restée silencieuse, essuyant de temps en temps une larme qui coulait doucement sur sa joue. Quand j'ai eu fini, elle a ouvert une vieille boîte en bois et en a sorti une liasse de lettres jaunies et quelques photos en noir et blanc. C'est tout ce que cet homme m'a laissé. Des serments d'amour éternel, des promesses d'un avenir heureux. Au final, il ne m'est resté que l'abandon et la douleur. Elle me les a tendus. Prenez-les. Si cela peut aider à révéler son vrai visage, mes décennies de sacrifices n'auront pas été vaines. J'ai accepté ces souvenirs, le cœur lourd. Je les remerciai en m'inclinant profondément et je suis parti. Dehors, la pluie avait cessé. Tenant les lettres d'amour de mon beau-père dans ma main, je savais que j'avais obtenu une autre arme tranchante. Non seulement j'allais enterrer socialement Alexandre, mais j'allais aussi arracher le masque d'hypocrisie que toute sa famille portait depuis des décennies. Le lendemain, j'ai reçu un appel du docteur Laurent. Les résultats de la biopsie étaient arrivés. J'ai conduit seul jusqu'à l'hôpital. Mon esprit était étrangement calme. Je m'étais préparé au pire. Et quand le docteur Laurent, avec un air de pitié, m'a tranquillement confirmé le même diagnostic initial, adénocarcinome gastrique précoce, j'ai simplement hoché la tête. Pas de larmes, pas de panique. Juste une réalité froide et claire. Le compte à rebours de 14 jours avait commencé. Ce soir-là, j'en ai parlé à Chloé. Je ne pouvais plus le cacher. Assise dans le salon silencieux de la maison, je lui ai montré les résultats des examens. Elle a fixé le papier, puis m'a regardé, ses yeux pleins de confusion et d'incrédulité. « Non, ce n'est pas possible », a-t-elle balbutié d'une voix tremblante. « Camille, c'est une erreur, n'est-ce pas ?» L'hôpital a dû se tromper. Elle a serré le papier et a commencé à fondre en larmes. « Tu dois te faire opérer tout de suite. Rien d'autre n'a d'importance. Ta santé est la chose la plus importante. Oublie ce salaud, oublie l'entreprise, oublie tout. Il faut que tu vives. » J'ai pris ses mains tremblantes et les ai serrées fort. « Chloé, écoute-moi. Je vais me faire opérer. J'ai promis au docteur. Mais pas maintenant. »« Pourquoi »
a-t-elle crié, furieuse. Pourquoi pas maintenant? Tu es en train de jouer avec ta vie, tu t'en rends compte? C'est parce que je m'en rends compte, j'ai répondu en la regardant droit dans les yeux, ma voix ferme et claire. C'est parce que je m'en rends compte que je ne peux pas me coucher sur cette table d'opération dans cet état. Chloé, le groupe Lefebvre n'est pas juste un bien matériel. C'est l'œuvre de la vie de mon père, son cœur. Je ne peux pas le laisser tomber entre les mains de ce salaud sans scrupules qui m'a trompé et a détourné les fonds de la fondation au nom de mon père pour entretenir sa maîtresse. Si quelque chose m'arrivait sur la table d'opération, Alexandre deviendrait l'héritier légal d'une partie de mes biens. Il s'en servirait pour continuer à prendre le contrôle de l'entreprise. Si cela arrivait, je ne pourrais pas fermer les yeux en paix. Je préférais mourir plutôt que de voir l'héritage de mon père souillé par un tel homme. Face à la résolution de mes paroles, Chloé est restée sans voix. Elle m'a regardé, et être pour la première fois, elle a vu la flamme qui brûlait dans mes yeux. Ce n'était pas la flamme d'une haine aveugle, mais celle de la responsabilité et de la protection. Je n'ai que 2 semaines, j'ai continué d'une voix plus basse. En 2 semaines, je dois tout finir. Je dois faire revenir Alexandre, le piéger, pour qu'il signe des documents renonçant à tous ses droits. Une fois mes parts sécurisées, j'irai au bloc opératoire l'esprit tranquille. Quel que soit le résultat, j'aurai rempli mon devoir de fille. Tu comprends? Chloé, sans un mot, m'a serré dans ses bras et a sangloté. Je lui ai tapoté doucement le dos. Je savais qu'elle tenait à moi et s'inquiétait pour moi. Mais, dans cette partie de poker, j'étais la seule à pouvoir jouer. C'était un pari sur ma vie et sur l'héritage de mon père. Et je n'avais pas d'autre choix que de gagner. Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie, je suis resté seul dans le bureau de mon père. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti une vieille photo de lui. Sur la photo, mon père souriait radieusement, ses yeux bienveillants et chaleureux. J'ai caressé doucement son visage sur la photo. « Papa », j'ai murmuré, « fais-moi confiance, je ne te décevrai pas. Je protégerai le groupe Lefebvre, tout ce que tu as laissé, quoi qu'il en coûte. » Dans ce pari mortel, la première et la plus cruciale étape était de protéger le cœur du groupe Lefebvre, les parts que mon père m'avait laissées. Si Alexandre parvenait à s'en emparer, tout le reste n'aurait plus de sens. Je ne pouvais pas l'affronter directement sur ce point. Il avait l'avantage d'être mon mari légitime. J'avais besoin d'un coup de surprise, quelque chose qu'il n'anticiperait jamais. Le lendemain matin, j'ai organisé une réunion secrète avec Maître Bernard. Le lieu n'était ni l'entreprise ni le cabinet d'avocat, mais une villa dans un resort à Deauville, une ancienne propriété de mon père. Seuls 3 invités étaient conviés. Monsieur Kim, l'administrateur de l'usine, qui avait suivi mon père depuis le début, Madame Yoon, la directrice financière, réputée pour son intégrité et sa prudence, et Monsieur Choi, le directeur de la logistique, loyal et droit. Ils n'étaient pas seulement des actionnaires importants, mais aussi des aînés que je respectais, qui m'avaient vu grandir. Quand les 3 sont arrivés, ils avaient tous l'air inquiets. Ils avaient appris que je m'étais évanoui et pensaient que je les avais convoqués pour un problème de santé. Je les ai fait asseoir, leur ai servi le thé moi-même, puis je suis allé droit au but. « Messieurs, madame, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour une question qui concerne la survie même du groupe Lefebvre. J'ai posé les preuves irréfutables sur la table, les photos d'Alexandre et de sa maîtresse en Amérique, les relevés de transactions de dizaines de millions d'euros détournés de la fondation caritative, et enfin, l'attestation d'audit falsifiée avec l'annexe stipulant la cession de 20% de mes parts. En voyant cela, les visages des 3 ont changé. L'inquiétude a fait place à la stupeur, puis à la colère. Monsieur Kim, le plus impulsif, a frappé la table. « Quelle ordure ! Le président lui a fait tellement confiance, il lui a même donné sa fille la plus chère, et il ose commettre un tel acte odieux. Il ne mérite pas de rester un jour de plus au groupe Lefebvre. » Madame Yoon était plus calme, mais ses yeux perçants brillaient d'une lueur froide. C'est une méthode si rusée et diabolique. Il a dû planifier cela depuis très longtemps. Si vous ne l'aviez pas découvert à temps, Camille, le groupe Lefebvre aurait être déjà changé de main. J'ai attendu que leur colère s'apaise un peu avant d'expliquer mon plan. Je sais qu'Alexandre Dubois n'abandonnera pas ce complot. Je dois bientôt m'absenter pour un traitement. Pendant ce temps, je ne peux pas laisser les biens de mon père en danger. C'est pourquoi je dois vous faire une demande, peut être très risquée, mais je n'ai pas d'autre choix. J'aimerais vous demander. « Oh,
Je me suis arrêté un instant, regardant chacun d'eux droit dans les yeux. De prendre temporairement en charge 30% de mes parts du groupe Lefebvre, sous la forme d'un contrat de fiducie, avec une validité juridique claire, supervisée par Maître Bernard. De cette façon, mes parts ne seront plus la cible d'Alexandre, et plus important encore, le pouvoir central du groupe restera entre les mains des personnes les plus fidèles à mon père. Tous les trois sont restés silencieux. Ils comprenaient la gravité de la situation. Recevoir une telle quantité d'actions n'était pas seulement un honneur, mais aussi une lourde responsabilité, non sans risque. C'est alors que Maître Bernard est intervenu, expliquant en détail les clauses juridiques du contrat de fiducie, assurant que tout serait transparent et sûr pour les deux parties. Après un long moment de réflexion, M. Choix, le plus taciturne, a pris la parole le premier. Autrefois, quand le président Lefebvre était en vie, il nous a dit que le groupe Lefebvre était sa vie et que Camille était son cœur. Maintenant, sa vie et son cœur sont tous deux menacés. Nous lui sommes redevables. Nous n'avons aucune raison de rester les bras croisés. Monsieur Kim et Madame Yoon ont hoché la tête simultanément. D'accord. Nous acceptons. Camille, ne vous inquiétez pas et concentrez-vous sur votre traitement. Nous sommes là. Nous veillerons à ce qu'Alexandre Dubois ne puisse même pas toucher à un brin d'herbe du groupe Lefebvre. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues de force. Je me suis levé et je me suis incliné profondément devant eux trois. Merci. Je n'oublierai jamais cette faveur. Le contrat de fiducie a été signé sur le champ. En tenant le contrat signé dans mes mains, j'ai senti un poids énorme se soulever de mon cœur. Le premier et le plus solide rempart pour protéger l'héritage de mon père était érigé. Maintenant, je pouvais passer à l'étape suivante en toute tranquillité, tendre le piège et attendre que le gros poisson nage de lui-même dans le filet. Le rempart protégeant le groupe Lefebvre étant solidement en place, je commençais à tendre mon filet. Le temps pressait. Il fallait agir vite et de manière décisive. La comédie de la fausse faillite était officiellement lancée. La première chose que je fis fut de cultiver délibérément une apparence négligée. Je n'avais même pas besoin de jouer la comédie. La maladie dans mon corps, les nuits blanches et le stress extrême avaient déjà gravé la fatigue et l'épuisement sur mon visage. Je ne me maquillais plus, choisissant des tailleurs amples et sombres pour dissimuler mon corps de plus en plus maigre. Chaque fois que j'allais à l'entreprise, je marchais d'un pas lourd, les yeux cernés et le regard vide. L'image de la directrice toujours pleine de vie avait complètement disparu, remplacée par celle d'une femme écrasée par un lourd fardeau. Ensuite, je commençais à faire circuler des rumeurs, pas ouvertement. Quelques mots lâchés négligemment à la bonne personne au bon moment suffisaient. Lors d'un déjeuner avec quelques partenaires de longue date connus pour être bavards, je fis l'erreur de me lamenter sur un problème avec un gros contrat d'exportation vers l'Europe qui avait gravement affecté les liquidités de l'entreprise. J'expliquais, l'air abattu, que je cherchais de l'argent de tous les côtés, mais que la situation était mauvaise. Cela suffit à ce que la rumeur d'une crise financière au groupe Lefebvre se répande comme une traînée de poudre dans le milieu des affaires. Pour plus de crédibilité, sous la supervision de Madame Yoon, j'ordonnais aux services financiers de retarder quelques paiements non essentiels à de petits fournisseurs. Bien sûr, Madame Yoon les rencontra secrètement pour leur expliquer la situation et garantir leurs droits. Mais pour les étrangers, c'était un signe clair que le groupe Lefebvre était à court d'argent. Cependant, le coup de grâce fut la mise en vente de notre hôtel particulier. J'appelai la plus grande agence immobilière de Paris et demandai de mettre en vente notre demeure à un prix près de 30% inférieur au marché, en vente rapide. J'insistais sur le fait que je devais vendre en urgence, dans les 2 semaines, pour résoudre les problèmes de l'entreprise. La nouvelle qu'une propriété de luxe dans un quartier huppé était en vente à un prix défiant toute concurrence secoua immédiatement le cercle des riches et les sites d'information immobilière. Tout le monde crut que la fille du défunt président Lefebvre vendait même son dernier bien pour sauver l'héritage de son père. Tout se déroulait comme prévu. Les employés de l'entreprise commencèrent à murmurer et l'ambiance de travail se dégrada. Certains commençaient déjà à chercher un nouvel emploi. Les concurrents se réjouissaient. Et moi, au centre de la tempête, j'affichais extérieurement un visage de souffrance, mais intérieurement, j'étais étrangement calme. L'appât était jeté partout, le filet était tissé. Il ne restait plus qu'à attendre que le poisson le plus cupide et le plus stupide saute de lui-même dedans.
Chaque jour qui passait, la douleur à l'estomac me rappelait que mon temps était compté. Je n'avais pas peur. J'étais juste impatiente. Il devait revenir. Il devait absolument revenir. Je n'eus pas à attendre longtemps. 3 jours après la nouvelle de la vente de la maison, au milieu de la nuit, je reçus un appel de ma belle-mère. Je laissai délibérément le téléphone sonner un long moment avant de répondre d'une voix endormie et fatiguée. « Allô? Qui est-ce? Camille? C'est moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi y a-t-il des rumeurs selon lesquelles tu as mis la maison en vente et à un prix dérisoire en plus? Tu as perdu la tête? » À l'autre bout du fil, sa voix était aiguë et paniquée. Je restai silencieuse un moment, puis je commençai à sangloter. « Belle maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé ne suffit pas. Dis-moi ce qui s'est passé. L'entreprise est vraiment en difficulté? » Je commençai la comédie que j'avais préparée. L'annulation du contrat européen, le procès en dommages et intérêts du partenaire, les relances de la banque pour les dettes. Je racontais tout en pleurant à chaudes larmes. Je dépeignis le tableau misérable d'un groupe puissant au bord de l'effondrement. « Tout est de ma faute, à cause de ma gestion inexpérimentée, dis-je en sanglotant. Papa n'est plus là. Alexandre est en déplacement loin, je n'ai pas pu gérer toute seule. J'ai ruiné tout le travail de la vie de mon père. Belle maman, si je ne vends pas la maison maintenant, je ne pourrai même plus payer les salaires des employés, ni les indemnités de rupture de contrat. Je crois que je vais devoir déposer le bilan. » J'entendis sa respiration saccadée à l'autre bout du fil. Je savais que mes paroles avaient touché sa plus grande peur. La peur de perdre l'argent, la maison, le groupe Lefebvre, la poule aux œufs d'or, le distributeur de billets illimité de leur famille. « Déposer le bilan? Qu'est-ce que tu racontes? » « Non, cria-t-elle. « Attends, je vais en parler à Alexandre. Il doit rentrer tout de suite. Il doit aller sauver l'entreprise. » Elle raccrocha brusquement. Je posai le téléphone et essuyai mes fausses larmes. Un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Tout était plus facile que prévu. Leur cupidité et leur ignorance étaient mes meilleurs alliés. Comme prévu, environ 1 heure plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. C'était Alexandre cette fois. Sa voix était un mélange d'inquiétude et d'un léger reproche. « Camille, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu laissé l'entreprise en arriver là? Je t'ai dit combien de fois de me parler si tu avais des problèmes. » Là aussi, je continuais à jouer le rôle de l'épouse faible et incompétente. « Je suis désolé. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais pouvoir m'en sortir toute seule. Je suis désolé. Ça va, arrête de pleurer, me coupa-t-il. Sa voix était impatiente, mais il essayait encore de se montrer réconfortant. « Ne fais surtout rien de stupide. Ne vends pas la maison. Et ne signe aucun document. D'accord? Je rentre tout de suite. J'ai réservé un billet d'avion. J'arrive après-demain matin. Je m'occuperai de tout en arrivant. Toi, attends-moi tranquillement. »« Vraiment, chérie? » demandai-je d'une voix pleine d'espoir et de gratitude. « Tu rentres vraiment? »« Vraiment. Je viens t'aider. Ne t'inquiète de rien. » Il raccrocha. Je restai assise en silence dans l'obscurité. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Et pas seulement mordu, il se précipitait frénétiquement vers l'appât, sans se douter qu'il fonçait droit sur l'hameçon. Ce vol de retour serait son aller simple vers la ruine. « Bienvenue à la maison, mon cher mari. Je t'ai préparé un très bel arrêt de mort. » 2 jours plus tard, par un matin frais de fin d'automne, Alexandre rentra. Je suis allé l'accueillir à l'aéroport. J'ai délibérément choisi une robe ample et grise et un visage sans maquillage, laissant paraître ma fatigue et mes cernes. Quand Alexandre est sorti de la porte d'arrivée, il avait l'air fatigué par le long vol, mais il ne pouvait cacher son arrogance de sauveur. Il m'a toisé de la tête aux pieds, puis a dit, avec un regard mêlé de pitié et de dégoût, « Regarde-toi, incapable de gérer quoi que ce soit correctement. » En guise de bonjour, il m'a jeté un reproche en s'approchant avec sa valise. Je baissai la tête, jouant parfaitement le rôle de l'épouse coupable. Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Dans la voiture, Alexandre n'a cessé de me poser des questions sur la situation de l'entreprise. J'ai détaillé la situation de crise. Les fausses pertes que j'avais logiquement inventées, les difficultés insurmontables que j'ai décrites de manière pathétique. Plus Alexandre écoutait, plus il devenait arrogant. Il a commencé à analyser mes erreurs
à me faire la morale, sans oublier de se mettre en valeur. Tu vois, je m'absente quelques semaines et c'est tout de suite le chaos. Laisse-moi tout gérer. Fais juste ce que je te dis. Dès notre arrivée à la maison, il a jeté sa veste sur le canapé et est allé droit au but. Bon, dis-moi la situation concrète. Quelles sont les dettes? Y a-t-il un moyen de trouver des fonds? Tiens, c'était le moment pour moi de lancer l'appât décisif. J'ai sorti l'épais dossier que Maître Bernard avait préparé et l'ai posé sur la table. Regarde ça, dis-je d'une voix faible. J'ai fait de mon mieux. Un fonds d'investissement a accepté de nous prêter une grosse somme pour surmonter les difficultés immédiates. Mais les conditions sont très strictes. Ils ont besoin d'actifs en garantie et toi, en tant que vice-président, tu dois te porter personnellement garant. Alexandre a saisi le dossier et a commencé à le parcourir rapidement. Le document faisait des dizaines de pages, avec des clauses complexes et des termes financiers difficiles que Maître Bernard avait délibérément insérés pour le dérouter. Restructuration de la dette, accord de garantie, contrat de gage d'actifs. Alexandre a lu les grands titres sans marmonnante. Il n'a parcouru que la première partie avec les clauses de prêt plausibles, sans prêter la moindre attention aux annexes à la fin. Qu'est-ce qu'il demande? A-t-il demandé, ses yeux toujours rivés sur le document. Tous nos biens communs. La maison, les voitures et tous les comptes d'épargne doivent être mis en garantie pour le prêt, dis-je avec une expression douloureuse. Et pour prouver l'engagement et la compétence du dirigeant, tu dois signer un engagement de responsabilité totale pour cette dette. Dans le pire des cas, tu t'engages à renoncer volontairement à toute gestion de ces actifs garantis pour les rembourser en priorité. C'est une procédure essentielle pour garantir leur investissement, m'ont-ils dit. Alexandre a froncé les sourcils, perdu dans ses pensées. La cupidité et l'excès de confiance anesthésiaient sa raison. À ses yeux, il ne voyait que l'énorme prêt à portée de main et l'opportunité de sauver le groupe Lefebvre et de s'emparer de tout le pouvoir. Il pensait qu'avec de l'argent, il pourrait facilement redresser l'entreprise. Alors, ses actifs en garantie n'étaient rien. De plus, il était convaincu que moi, son épouse faible et incompétente à ses yeux, n'oserais jamais rien faire. « D'accord, a-t-il dit fermement après quelques minutes. « Tant que j'ai l'argent pour sauver l'entreprise. C'est bien. Je les regagnerai au centuple plus tard. Donne-moi un stylo. » Sanjing, d'une main tremblante, je lui ai tendu le stylo plume que mon père m'avait offert. Je l'ai regardé signer son nom sur chaque page du contrat, de l'accord, de l'engagement, sans la moindre hésitation. Sur ces documents juridiques qui étaient en réalité son arrêt de mort, sa signature était nette et puissante, comme pour prouver sa bêtise et sa cupidité sans fin. Quand il a posé le stylo, j'ai presque retenu mon souffle. C'était fini. Le piège s'était refermé. « Voilà », a-t-il dit en s'adossant à sa chaise, satisfait. « Maintenant que je suis là, repose-toi. » J'ai hoché la tête et j'ai rangé tranquillement le dossier. En sentant le papier encore chaud de sa signature, un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Il pensait avoir signé son laissez-passer vers le sommet du pouvoir, alors qu'il venait de signer l'acte qui allait enterrer sa vie. Une semaine après le retour d'Alexandre, j'ai été hospitalisé. La date de l'opération était fixée au lundi matin suivant, les 10 derniers jours de mon pari mortel. J'ai passé ce temps avec Maître Bernard, Julien et les fidèles collaborateurs de mon père à finaliser tous les préparatifs. Tout était prêt, n'attendant que le jour J. Ce matin-là, le ciel de Paris était gris et une pluie fine tombait. Chloé m'a emmené à l'hôpital de bonne heure. Dans la chambre, en enfilant la blouse de patiente, je me suis sentie étrangement légère, comme si le lourd fardeau qui m'écrasait allait bientôt être déposé. J'ai pris la main de Chloé et lui ai donné mes dernières instructions. « Chloé, si quelque chose m'arrive, s'il te plaît, prends bien soin de la fondation Lumière d'Avenir. Pour qu'elle ne soit plus jamais utilisée à de mauvaises fins. Ne dis pas de bêtises, m'a grondé Chloé, les yeux rouges. Tu vas t'en sortir. L'opération sera un succès, c'est sûr. Je t'attendrai dehors. » J'ai souri. Je le crois aussi. Mais avant d'entrer au bloc, j'aimerais que tu envoies un message. Je lui ai donné le numéro de Maître Bernard. Le message était « Commencez ». Alors que j'étais sur le brancard en route vers le bloc opératoire, j'ai vu Alexandre au bout du couloir. Il était probablement venu jouer le rôle du mari dévoué jusqu'au bout. Il s'est approché et m'a pris la main avec une expression inquiète. « Courage, ma chérie.
Je m'occupe de tout dehors. Ne t'inquiète de rien. Concentre-toi sur ton rétablissement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un regard profond qu'il ne pourrait jamais comprendre. Oui. Je te confie tout. La lourde porte du bloc opératoire s'est refermée, m'isolant du monde extérieur. La lumière éblouissante des cialytiques m'a piqué les yeux, et l'odeur de l'anesthésique a commencé à se répandre. Alors que ma conscience sombrait dans un brouillard cotonneux, je savais qu'à l'extérieur, une tempête terrible venait de commencer. Au même moment, dans son cabinet, Maître Bernard a reçu le message de Chloé. Il a calmement pris son téléphone et a passé 2 appels. Le premier à l'équipe juridique en attente au tribunal pour déposer la plainte. Le second à Julien, le journaliste, pour publier les articles. Immédiatement, les rouages de la justice et des médias se sont mis en marche. Une épaisse plainte de divorce a été déposée au tribunal de grande instance de Paris, accusant Alexandre Dubois au pénal pour escroquerie, abus de biens sociaux et adultère. Toutes les preuves étaient jointes, les photos et vidéos en Amérique, les relevés de transactions bancaires et le contrat de restructuration de la dette fraîchement signé par Alexandre. Au siège du groupe Lefebvre, Alexandre était assis triomphalement dans le bureau de mon père, tel un roi. Il prévoyait un conseil d'administration extraordinaire pour annoncer la restructuration et sa prise de pouvoir. C'est à ce moment précis que la porte de son bureau s'est ouverte brusquement et que des policiers en uniforme sont entrés. L'inspecteur en chef a dit d'un visage sévère : « Monsieur Alexandre Dubois, police. Nous vous arrêtons pour être interrogé dans le cadre de la plainte déposée par votre épouse, Madame Camille Lefebvre. Veuillez nous suivre. » Calme. Alexandre est resté figé, le visage livide. « Qu'est-ce que vous dites ? Il doit y avoir une erreur. » Mais personne ne lui a répondu. Au même instant, son téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Sur l'écran, les principaux sites d'information en ligne affichaient tous des titres chocs. Le vice-président du groupe Lefebvre accusé d'adultère et de détournement de dizaines de millions d'euros. L'article était accompagné de photos claires de lui, de sa maîtresse et de leur famille en Californie. D'autres articles révélaient ses circuits d'évasion de capitaux, ses sociétés écrans, et même la trahison passée de son père. La tempête a frappé si vite et si soudainement qu'elle ne lui a laissé aucun temps pour se préparer. Tous les comptes bancaires à son nom et à celui de sa famille ont été gelés pour l'enquête. Une interdiction de sortie du territoire a été émise. Tout s'est effondré en un clin d'œil. Alexandre se tenait au milieu de son bureau, abasourdi. La fureur et la peur ont explosé dans ses yeux. Il a hurlé comme une bête et a balayé tout ce qui se trouvait sur son bureau. Il avait tout compris. C'était un piège parfait tendu par l'épouse qu'il avait toujours méprisée. Et à ce moment-là, sur la table d'opération, je me battais pour ma propre vie. La lumière rouge au-dessus de la porte du bloc était toujours allumée, indiquant que le combat continuait. Dehors, le monde de ceux qui m'avaient trahi était en flammes. Et ce n'était que le début. Je me suis réveillé d'un long et profond sommeil. L'odeur familière d'antiseptique était là, mais cette fois, elle n'était pas oppressante. La douce lumière du soleil matinal filtrait par la fenêtre, éclairant les fines particules de poussière qui dansaient dans l'air. La cicatrice de l'opération était douloureuse. Mais mon esprit était étrangement clair et léger. Chloé dormait, la tête posée sur le lit, sa main tenant toujours fermement la mienne. La porte de la chambre s'est ouverte doucement et le docteur Laurent est entré avec un sourire bienveillant. Il a vérifié les chiffres sur le moniteur, puis m'a regardé. « Bonjour, jeune femme courageuse. Félicitations. L'opération a été un grand succès. La tumeur a été complètement enlevée et les ganglions lymphatiques environnants sont tous propres. Vous avez gagné une bataille très importante. » Une larme chaude a coulé sur ma joue. Cette fois, ce n'était pas une larme de douleur ou de ressentiment. C'était une larme de soulagement et de renaissance. J'avais gagné. J'avais gagné la bataille pour récupérer ma propre vie. Pendant ma convalescence, le monde extérieur a été complètement bouleversé. La tempête que j'avais déclenchée a balayé la famille Dubois, ne laissant rien derrière elle. Chaque jour, Chloé me racontait les nouvelles d'une voix triomphante. « Tu sais, Camille, ce salaud d'Alexandre est en détention provisoire. Apparemment, il a hurlé comme une bête au poste de police, mais ça n'a servi à rien. Les preuves de Maître Bernard sont si solides qu'il ne peut rien y faire. »
Ses parents ont essayé de le sauver en mobilisant toutes leurs relations, mais personne n'a osé lever le petit doigt. L'affaire est connue de tout le pays maintenant. Avec tout ce tapage médiatique, qui serait assez stupide pour s'en mêler? J'écoutais en silence, un léger sourire aux lèvres. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il goûte, comme moi, à l'impuissance et au sentiment d'être abandonné par le monde entier. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Chloé. Tous leurs biens, des comptes en banque aux maisons, terrains et actions, tout a été gelé. Leur maison, qui ressemblait à un palais, a été mise sous scellé. Les deux sœurs, en pleurs, se sont réfugiées chez leurs parents. Mais il paraît que leurs belles familles respectives font pression pour qu'elles divorcent, de peur d'être impliquées. Vraiment, des parasites qui profitent de l'opulence et qui sont les premiers à fuir quand les difficultés arrivent. Momotaz, la chute a été plus rapide que je ne l'avais imaginé. Une famille qui s'était toujours vantée de sa réputation et de sa richesse était maintenant au centre de la critique et du mépris. On dit que mon beau-père, Gérard Dubois, après avoir lu l'article révélant son passé de traître avec les lettres d'amour que Madame Girard m'avait données, a été victime d'une crise d'hypertension et a été transporté aux urgences. Ma belle-mère, complètement effondrée, s'est enfermée chez elle et n'a plus voulu voir personne. Le château qu'ils avaient bâti sur l'hypocrisie et la cruauté s'est finalement effondré en une nuit. Allongé sur mon lit d'hôpital, je regardais par la fenêtre. Les arbres du parc de l'hôpital commençaient à perdre leurs feuilles, annonçant l'arrivée de l'hiver. Pour eux, ce serait un hiver rude, mais dans ma vie, un nouveau printemps commençait. Je ressentais une étrange sérénité plutôt qu'un sentiment de triomphe. Tout revenait à sa place. La loi du karma peut être lente, mais elle finit toujours par arriver. 6 mois après l'opération, la première audience de notre procès en divorce et en partage des biens a eu lieu. Ma santé n'était pas encore complètement rétablie, mais j'ai décidé d'y assister en personne. Je voulais voir de mes propres yeux la chute misérable d'Alexandre. Ce matin-là, Chloé m'a aidé à choisir une robe blanche sobre et m'a maquillé légèrement pour ne pas paraître trop pâle. J'ai délibérément refusé le fauteuil roulant et j'ai marché, lentement mais fermement, soutenu par Chloé et Maître Bernard. Mon image, celle d'une femme qui, malgré une grave maladie, affrontait dignement la tempête, a été immédiatement capturée par les objectifs des centaines de journalistes massés devant le palais de justice. Les flashs crépitaient sans cesse, mais je suis resté imperturbable. J'ai gardé la tête haute, le regard serein, fixant droit devant moi. La salle d'audience était remplie d'une tension palpable. Alexandre est entré après moi. Il était méconnaissable. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient en désordre. Son visage était émacié et sa barbe mal rasée. Ses yeux étaient injectés de sang. En me voyant, la haine dans son regard était presque palpable. S'il n'y avait pas eu les gardiens à ses côtés, il se serait probablement jeté sur moi. Le procès a commencé. Maître Bernard, avec une assurance et une voix ferme, a présenté les arguments et les preuves un par un. Il a projeté sur un grand écran les photos d'Alexandre et d'Inès heureux en Amérique, les relevés de transactions bancaires astucieusement transférés, et enfin, le contrat de restructuration de la dette portant la signature claire d'Alexandre. À chaque nouvelle preuve, le visage d'Alexandre se tordait davantage. Il a tenté de réfuter, de dire que tout était un piège que j'avais tendu, qu'il avait été dupé, mais devant les documents portant sa propre signature, toutes ces paroles étaient vaines. L'avocat d'Alexandre, probablement un jeune homme que sa famille avait trouvé à la hâte, a tenté de plaider que, rongé par la jalousie de ne pas pouvoir avoir d'enfant, j'avais monté cette affaire pour piéger mon mari. Mais cette logique a été immédiatement démontée par Maître Bernard. « Monsieur le Président », la voix de Maître Bernard a résonné dans la salle. Ma cliente, Madame Camille Lefebvre, n'a pas seulement été privée du bonheur de devenir mère, mais a également souffert pendant 3 ans de la tromperie de son mari et de toute sa belle famille. De plus, elle a frôlé la mort en subissant une opération pour un cancer de l'estomac, la même maladie qui avait emporté son père. Pendant qu'elle se battait contre la maladie, l'accusé, Alexandre Dubois, attendait joyeusement la naissance de son enfant avec une autre femme à l'étranger. J'ose vous le demander, quelle excuse peut-on trouver à une telle cruauté? Un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience et tous les regards de compassion se sont tournés vers moi. J'ai simplement baissé légèrement la tête, les épaules secouées au bon moment. À la fin de l'audience, le tribunal a déclaré qu'il acceptait mes demandes initiales.
Tous les biens litigieux resteraient gelés jusqu'au jugement final, et la gestion temporaire de la maison commune et des autres actifs me revenait. C'était une victoire écrasante. Alors que je sortais du tribunal avec maître Bernard et Chloé, Alexandre n'a plus pu se contenir. Il s'est débattu avec les gardiens, a pointé un doigt accusateur vers mon visage et a hurlé. « Camille Lefèvre, tu vas le regretter. Espèce de folle, tu crois que tu as gagné? Tu vas voir. » Sa fureur, sa laideur ont été immortalisés par des centaines de caméras. Je me suis simplement retourné et je l'ai regardé avec un mélange de pitié et de mépris. Il avait perdu. Misérablement perdu. Et il ne réalisait même pas que sa colère stupide venait de porter le coup de grâce à son image et à son honneur devant le public. Pendant que la tempête faisait rage en France, de l'autre côté de l'Atlantique, la loi du karma commençait à s'abattre sur les complices. La situation de ma belle-mère et d'Inès Moreau m'était régulièrement rapportée par M. Lambert via Maître Bernard, et j'écoutais ces rapports sans la moindre émotion, comme si je lisais un rapport chiffré. Lorsque la nouvelle de l'arrestation d'Alexandre et du gel de tous ses biens est parvenue en Amérique, la première à réagir a été la clinique obstétrique internationale de luxe où Inès attendait d'accoucher. Son rêve d'accoucher dans le luxe, traité comme une reine, s'est brisé en 1000 morceaux. Les factures de l'hôpital étant impayées et sans aucune perspective de paiement, la clinique a demandé à ma belle-mère et à Inès de quitter les lieux. C'est dans ce chaos et cette tension qu'Inès a accouché prématurément. Un petit garçon fragile est né, nécessitant d'être placé en couveuse. Mais l'hôpital n'était pas une œuvre de charité. Après avoir prodigué les premiers soins d'urgence, ils leur ont immédiatement demandé de régler les formalités de sortie et de transférer l'enfant dans un hôpital public moins cher. Monsieur Lambert m'a envoyé des photos très vivantes. Ma belle-mère, qui avait vécu dans l'opulence toute sa vie, soutenait maintenant la maîtresse de son fils, affaiblie par l'accouchement. Chargée de bagages, elle quittait piteusement la clinique de luxe. Son visage n'exprimait plus l'arrogance, mais seulement la confusion, la fatigue et l'humiliation. Elle ne pouvait plus retourner à la villa qu'elle louait. Le propriétaire les avait expulsés pour loyer impayé. Une femme âgée, une jeune femme et un prématuré. Elles ont finalement dû trouver refuge dans un motel bon marché d'un quartier malfamé où l'odeur de moisi et le bruit extérieur étaient incessants. La vie de luxe était terminée, l'enfer commençait. Sans argent et sans personne pour les aider, les conflits latents entre les deux femmes ont explosé. Ma belle-mère, sous le choc, a commencé à rejeter toute la faute sur Inès. « C'est tout à cause d'une renarde comme toi. » La voix de ma belle-mère, enregistrée par M. Lambert lors de leur violente dispute, était aiguë et venimeuse. « Si tu n'avais pas séduit mon fils, si ce n'était pas pour ton ventre, notre famille n'en serait pas là. Tu comprends maintenant? Alexandre est en prison et notre fortune est perdue. Tu as ruiné sa vie. » Inès, affaiblie physiquement et mentalement après l'accouchement, n'a plus maintenu sa fausse douceur. Elle a crié en retour « C'est facile à dire. Pourquoi ne blâmez-vous pas votre fils d'être cupide et stupide? Est-ce que c'est moi qui lui ai dit de tromper sa femme et de détourner l'argent de l'entreprise? Quand il me donnait de l'argent et que toute votre famille venait ici pour vivre dans le luxe, pourquoi n'avez-vous rien dit? Maintenant que tout a éclaté, vous me rejetez la faute, à moi et à cet enfant? C'est vous qui portez malheur? » Elles s'insultaient, se calomniaient et en sont même venues aux mains. Des pleurs de l'enfant au repas quotidien de nouilles instantanées, tout était prétexte à s'accuser mutuellement. Le rêve d'Inès de changer de vie s'était envolé en fumée, ne lui laissant que la réalité cruelle d'un enfant prématuré et d'un avenir sombre. Ma belle-mère aussi avait tout perdu, son fils, son argent, son honneur, et même le petit-fils pour lequel elle avait tout risqué. Maintenant, cet enfant était devenu un lourd fardeau dans cette situation misérable. J'ai lu le rapport de M. Lambert et j'ai regardé les photos d'elle vivant dans cette chambre de motel sordide. Mon cœur est resté de marbre. C'était le prix qu'elles devaient payer. Elles avaient semé le vent ensemble, elles devaient maintenant récolter la tempête ensemble. 6 mois après la première audience, l'affaire pénale d'Alexandre a finalement pris fin. Pendant ce temps, je me suis concentré sur ma convalescence post-opératoire et ma chimiothérapie. J'ai perdu beaucoup de cheveux et mon corps s'est affaibli, mais mon esprit était très solide. Avec l'aide des dirigeants loyaux, j'ai progressivement repris mes fonctions au groupe Lefèvre et j'ai stabilisé l'entreprise après la tempête médiatique.
Le jour du verdict, je ne suis pas allé au tribunal. Je ne voulais pas revoir son visage misérable. Je suis simplement resté à la maison avec Chloé, regardant les informations à la télévision. Face à des preuves irréfutables et à des chefs d'accusation clairs, le tribunal a condamné Alexandre Dubois à 8 ans de prison ferme pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance. Sur le plan civil, le tribunal a également prononcé notre divorce. Parmi les biens communs acquis pendant le mariage, mes biens personnels et tout ce qui provenait du groupe Lefebvre m'ont été attribués. Alexandre n'a rien obtenu. À l'écran de la télévision, Alexandre était debout dans le box des accusés, écoutant le verdict. Il ne hurlait plus comme un fou comme la dernière fois. Il se tenait là, les yeux vides, comme un épouvantail sans âme. Alors que les gardiens l'emmenaient vers le fourgon cellulaire, son père, Gérard Dubois, a perdu son sang-froid. Il a franchi le cordon de sécurité et a tenté de se précipiter vers son fils. « Alexandre! Mon fils !» a-t-il crié d'une voix déchirante. Mais alors que les policiers le maîtrisaient, dans la confusion et le désespoir, il s'est soudainement retourné, a fixé l'objectif de la caméra comme s'il me regardait, et a crié une phrase énigmatique. « Camille Lefebvre, es-tu satisfaite maintenant? Tu crois que tu as gagné? Pour obtenir cet héritage, tu crois que ton père est mort en paix? » Alexandre Dubois n'était qu'un pion qu'on a utilisé. En entendant ces mots à travers les haut-parleurs de la télévision, je me suis figé. Chloé a rapidement éteint la télévision. « N'écoute pas ce vieil homme radoté. Il est devenu fou, il dit n'importe quoi. » Mais ces mots résonnaient dans ma tête. « Tu crois que ton père est mort en paix? » Qu'est-ce que cela signifiait? Mon père était mort d'un cancer de l'estomac, le même que j'avais eu. Le diagnostic de l'hôpital était clair. Alors pourquoi, au moment le plus désespéré, a-t-il mentionné la mort de mon père? Des souvenirs vagues ont soudainement refait surface. Les derniers jours de mon père. Il est vrai que sa maladie s'était aggravée beaucoup plus rapidement que ne l'avaient prédit les médecins. À l'époque, Alexandre jouait le rôle du gendre le plus dévoué. Il préparait toujours lui-même les décoctions, apportant des remèdes qu'il disait avoir obtenus d'un célèbre herboriste pour soigner mon père. À l'époque, j'étais seulement reconnaissante et touchée par sa dévotion. Mais en y repensant maintenant, quelque chose clochait. Je me souviens qu'une fois, après avoir bu une tisane à base de graines de lotus qu'Alexandre avait préparée, mon père s'était plaint de douleurs abdominales plus intenses. Quand je lui ai posé la question, Alexandre a expliqué que c'était probablement parce que le corps de mon père était trop affaibli pour le supporter. Je me souviens aussi d'une autre fois où mon père m'avait pris la main. Son regard était fatigué et inquiet. Il avait commencé à dire quelque chose sur Alexandre et l'entreprise, puis s'était arrêté. À l'époque, j'avais pensé que mon père se faisait des soucis inutiles. Des fragments de souvenirs, des détails insignifiants que j'avais négligés, s'assemblaient maintenant pour former une question horrible. Et si la mort de mon père n'était pas une mort naturelle due à la maladie? Et si une main était intervenue? Et si cette main était celle du gendre que mon père avait tant chéri et en qui il avait tant confiance? Un froid glacial. Un froid plus terrifiant que lorsque j'ai découvert la trahison ou que j'ai reçu le diagnostic de cancer a parcouru ma colonne vertébrale. Si c'était vrai, le crime d'Alexandre ne se limitait pas à la tromperie et au détournement de biens. C'était un meurtre. Je me suis levé d'un bond. Mon regard s'est aiguisé. « Chloé, appelle Maître Bernard. Dis-lui de venir ici tout de suite. C'est urgent. » Je pensais que ma guerre était terminée, mais il s'est avéré qu'il y avait un acte encore plus horrible à venir. Je devais trouver la vérité. Quel qu'en soit le prix, je devais découvrir la vérité sur la mort de mon père. Épilogue. 1 an plus tard. 1 an s'était écoulé. Un temps suffisamment long pour que la cicatrice sur mon corps s'estompe et que la blessure de mon cœur commence à guérir. Mes cheveux avaient repoussé. Pas aussi longs et épais qu'avant, mais j'aimais cette coupe courte et affirmée. Elle semblait symboliser un nouveau moi. J'avais repris du poids et, après des examens réguliers, ma santé était stable. Le docteur Laurent disait que j'étais un miracle, que ma forte volonté de vivre avait joué un grand rôle dans ma victoire contre la maladie. Après l'incarcération d'Alexandre, j'étais devenu une figure nationale. Mon histoire, celle d'une femme trahie par son mari qui avait lutté seule contre la maladie et un complot diabolique pour protéger l'héritage de son père, a inspiré de nombreuses personnes. Les demandes d'interviews des chaînes de télévision et des journaux affluaient. Au début, j'ai refusé,
Mais j'ai vite réalisé que mon histoire pouvait aider d'autres femmes qui souffraient en silence. J'ai accepté de participer à une émission de talk-show prestigieuse. En direct, je n'ai pas parlé de la douleur ou de la haine. J'ai parlé du voyage pour retrouver sa vie et sa propre valeur. J'ai parlé de l'importance de l'indépendance financière, de la lucidité en amour et du courage de se lever pour se défendre. Mon apparence calme, mon discours logique et ma volonté extraordinaire ont complètement captivé les téléspectateurs. Je n'étais plus la victime pitoyable d'un scandale familial, mais un symbole de force et de renaissance. La célébrité ne m'a pas changé. Elle m'a donné une nouvelle voie, une nouvelle mission. J'ai décidé d'utiliser une partie importante de ma fortune retrouvée pour créer une fondation de soutien à l'entrepreneuriat féminin. La fondation ne fournirait pas seulement des fonds, mais aussi un soutien complet aux femmes en difficulté dans leur mariage, avec une équipe d'avocats, de psychologues et de consultants en gestion pour les aider à commencer une nouvelle vie, autonome et indépendante. Le jour de l'inauguration de la fondation, je suis monté sur scène et j'ai regardé les visages de centaines de femmes en bas. L'espoir brillait dans leurs yeux. Je savais que c'était la plus douce des vengeances. Transformer ma douleur en une force pour aider les autres. Mais au milieu de mon travail chargé et de mes activités sociales, un fantôme continuait de hanter mon esprit. L'enquête sur la mort de mon père, menée secrètement par Maître Bernard, était dans une impasse. 5 ans s'étaient écoulés, et il ne restait presque aucune preuve matérielle. Le dossier médical de mon père ne rapportait que l'évolution normale d'un patient en phase terminale. Les tisanes qu'Alexandre apportait étaient introuvables. Tout n'était que soupçon. Une douleur secrète qui ne s'apaisait jamais restait dans mon cœur. Je savais que tant que la vérité ne serait pas révélée, l'âme de mon père ne pourrait pas reposer en paix, et qu'un chapitre de ma vie resterait inachevé. Après 1 an de travail acharné, j'ai décidé de m'offrir de vraies vacances. J'ai choisi Paris, une ville que mon père aimait beaucoup de son vivant. En marchant sur les chemins qu'il avait foulés, en respirant l'air qu'il aimait, j'espérais que mon âme trouverait enfin la paix. Un après-midi, sous un soleil couleur de miel, je me promenais le long de la Seine et je suis entré dans une vieille librairie cachée dans une ruelle. L'odeur de vieux papier et le parfum du temps m'ont apaisé. Alors que je feuilletais un livre à la couverture de cuir sur l'art de la Renaissance, une voix douce et grave m'a interpellé en français. « Excusez-moi, vous êtes française ?» J'ai levé la tête et je me suis figé. L'homme qui se tenait devant moi avait un visage familier, droit et intelligent. Il a semblé tout aussi surpris en me voyant. « Camille ? Camille Lefebvre, c'est bien vous ? Lucas ? Lucas Fournier ?» Son nom m'est sorti involontairement. C'était un brillant camarade de promotion de l'université, Lucas Fournier. Quelqu'un que mon père appréciait et ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Brillant en architecture, il était parti étudier en France avec une bourse complète juste après son diplôme. Depuis, plus de 10 ans s'étaient écoulés sans que nous nous soyons revus. Nous étions tous les deux ravis de cette rencontre inattendue. Nous avons décidé de prendre un café ensemble dans un petit bistrot voisin. Lucas était devenu un architecte à succès à Paris. Il m'a parlé de son travail et de sa vie en France. Il était toujours célibataire et avait conservé son air romantique et son sourire chaleureux d'autrefois. Pendant que je lui racontais les péripéties de ma vie, il m'a simplement écouté en silence. Ses yeux étaient pleins de compassion et de respect. « Tu as été si forte, Camille. Monsieur Lefebvre serait certainement fier de toi, là-haut. » En parlant de mon père, la tristesse est revenue. J'ai machinalement sorti de mon sac le petit livre d'herboristerie que je gardais toujours avec moi. C'était le livre préféré de mon père. En feuilletant les pages jaunies, j'ai découvert un petit morceau de papier plié, coincé profondément à l'intérieur. Je n'avais aucun souvenir de l'avoir mis là. Curieuse, je l'ai déplié. C'était l'écriture de mon père. Sur le papier étaient inscrits les noms de quelques plantes médicinales. À côté, il y avait des notes sur leurs effets. Mais sur la dernière ligne, mon père avait entouré 2 herbes inconnues. À côté, il y avait un grand point d'interrogation et une note griffonnée à la hâte « Tisane d'Alexandre », redemandée au docteur Morin. Mon cœur s'est arrêté. Le docteur Morin était un ami herboriste de mon père. Je me suis souvenu vaguement d'avoir lu quelque part que ces 2 herbes, inoffensives séparément, pouvaient
En combinaison avec un certain ingrédient de la tisane aux graines de lotus qu'Alexandre préparait souvent, et si elles étaient prises sur une longue période, détruire progressivement la muqueuse gastrique, aggraver l'état d'un patient cancéreux et annuler les effets des médicaments conventionnels. Lucas, dis-je en lui tendant le papier d'une main tremblante, regarde ça. C'est égal. Lucas a pris le papier, l'a lu attentivement, puis a froncé les sourcils. Il a immédiatement compris la gravité de la situation. Ce docteur Morin, tu sais où il se trouve? Je ne sais pas. Mais Maître Bernard pourrait le retrouver. Camille, Lucas a posé sa main sur la mienne. Son regard était déterminé. J'ai des amis dans l'industrie pharmaceutique européenne. Ils pourraient m'aider à analyser plus en profondeur la toxicité de cette combinaison. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Nous trouverons la vérité ensemble. Je l'ai regardé. Un sentiment de chaleur que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps a commencé à éclore dans mon cœur. Nous avons quitté le café et avons marché ensemble sous le coucher de soleil qui descendait lentement sur la Seine. Nos deux ombres s'étiraient sur les pavés. L'enquête sur la mort de mon père avait trouvé une nouvelle lumière. Et plus important encore, j'avais maintenant un compagnon de confiance à mes côtés. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais qu'un nouveau chapitre de ma vie, plus lumineux et plus plein d'espoir, venait de commencer pour de bon.